Monsieur Georges Ciozy, le président-directeur général de la coopérative des Charentes et du Poitou, souhaitait organiser un stage de formation de jeunes militants coopérateurs. Il s'était adressé à tous les présidents de section et leur avait demandé de recruter des volontaires pour participer à ce stage de formation. Mon président m'avait sollicité et j'avais accepté. Les réunions devaient avoir lieu le dimanche matin et les frais de déplacement étaient pris en charge par la société. Le jour venu, j'allais donc assister à la première réunion. Elle se tenait dans la salle du conseil au 2e étage de l'établissement, 3 rue du Docteur Jean à Saintes. Le bâtiment était déjà imposant par lui-même. Il longeait la rue sur une bonne centaine de mètres. On y entrait en gravissant plusieurs marches. Dans le sens d'entrée, un escalier permettait d'accéder à un long couloir. Nous devions le parcourir en longeant les bureaux administratifs. Ce couloir semblait ne jamais s'arrêter. Par moments, il bifurquait, tantôt vers la gauche, tantôt vers la droite, jusqu'à arriver devant un second escalier. Une fois les marches gravies, nous débouchions sur un large palier. Diverses portes donnaient sur les bureaux des dirigeants. L'entrée de la salle du conseil, où nous étions attendus, se situait tout de suite sur la gauche. On y pénétrait par une porte à double battant. Nous étions une demi-douzaine de participants. Nous étions impressionnés par ces lieux. La salle du conseil avait un aspect assez austère. La tapisserie sur les murs était assez ancienne et passablement défraîchie. Au fond de la pièce, dans sa longueur, une table noire occupait tout l'espace. Plusieurs chaises étaient disposées entre elle et le mur extérieur qui donnait sur la rue. Il était percé de 2 larges fenêtres. De l'autre côté de la pièce, là où se trouvait la porte d'entrée, une autre longue table également de couleur noire longeait le mur et s'achevait en 2 demi-cercles dans la largeur. Sur le mur extérieur, du côté gauche, une autre fenêtre achevait d'éclairer la pièce. Enfin, au centre, une 3e table, plus courte et d'aspect identique aux 2 premières, complétait l'ameublement de la salle. Des chaises étaient disposées derrière ces tables et faisaient face à la première. M. Ciozy nous expliqua que la première table était celle où il s'asseyait avec les membres de la direction pendant la tenue des conseils d'administration. Les membres élus du conseil se plaçaient autour de la grande table en forme de U. La table, au centre de la pièce, était réservée aux membres honoraires. Il nous proposa de nous asseoir derrière la table en U, prit une chaise et s'installa face à nous, de l'autre côté de la table. Après nous avoir salués et nous avoir remerciés de notre participation à cette première réunion, il nous présenta le programme de la formation. Nous aurons plusieurs journées de rencontres, nous dit-il. Aujourd'hui, je vais vous présenter le mouvement coopératif au niveau mondial. Lors de notre prochaine réunion, nous aborderons le mouvement coopératif national. Nous étudierons ensuite la structure et le fonctionnement de notre coopérative. Lors d'une dernière journée, je vous emmènerai visiter une usine coopérative. Je vous en reparlerai au cours de notre 2e journée. Je n'avais aucune notion de l'étendue et du fonctionnement de la coopération au niveau mondial. Les seules notions de coopération que j'avais étaient le fonctionnement d'une coopérative telle que celle où mon père travaillait. Je savais que les conseillers se réunissaient de temps en temps et qu'une fois l'an, une assemblée générale permettait à l'ensemble des sociétaires de venir approuver ou non les décisions prises au cours de l'année écoulée. M. Ciozy était un bon pédagogue. Il avait gardé cette aptitude à enseigner de son passé d'instituteur. Il commença par nous présenter l'origine de la coopération. Il nous expliqua comment 28 tisserands en Angleterre avaient fondé une société coopérative en 1844. Elle s'appelait les Équitables Pionniers de Rochdale. Les règles qui régissaient le fonctionnement de cette société allait rapidement devenir un modèle pour le mouvement coopératif
qui allait utiliser ces règles comme principes de base. Ces principes sont toujours en vigueur aujourd'hui. J'appris au cours de cette réunion que ce mouvement était présent dans de très nombreux pays dans le monde. Il prenait des formes diverses selon les situations politiques des pays. Dans les pays de l'Est, régis par le système communiste, les coopératives étaient des coopératives d'État. Il était parfois difficile de comparer leur fonctionnement avec celui des coopératives des pays situés en zone capitaliste. Celles-ci étaient souvent contrariées dans leur développement par des lois qui les pénalisaient. Toutes ces formes d'association étaient regroupées au niveau mondial dans l'Alliance coopérative internationale. Notre formation allait s'étaler sur plusieurs mois. Au cours de la seconde réunion, nous allions découvrir l'étendue du monde coopératif en France. C'était impressionnant de voir combien cette philosophie impactait l'économie de notre pays sans que nous en ayons vraiment conscience. Il y avait les coopératives agricoles dans de nombreux domaines comme la viticulture, l'élevage pour la production de la viande, du lait, du beurre et du fromage, les céréales, les coopératives de distribution, aussi plus largement les mutuelles, comme les mutuelles de santé, les mutuelles d'assurance, les SCOP, et enfin plein d'autres associations à caractère coopératif ou mutualiste, comme les sociétés d'HLM par exemple, et les banques comme le crédit coopératif, le crédit mutuel ou la caisse d'épargne. Toutes ces formes d'associations de personnes étaient et sont toujours réunies dans une structure appelée l'économie sociale et solidaire. La coopérative des Charentes et du Poitou faisait partie des coopératives de distribution. J'appris que le mouvement coopératif français, en 1964, était de loin le plus gros regroupement d'entreprises de distribution du marché. Au fil des ans, il s'était structuré, notamment sous l'impulsion de Charles Gide. Les coopératives étaient regroupées dans une fédération, la FNCC. Adhéraient à cette fédération non seulement les coopératives de consommateurs, telles que celles de Nancy, de Bretagne, de Rouen, d'Amiens, de Strasbourg, de Saint-Étienne, de Guéret, de Provence pour les plus importantes, mais aussi toutes les coopératives d'entreprises, comme celles des PTT par exemple. Les coopératives de distribution avaient à leur service une centrale d'achat, la SGCC. Cette société avait la charge de négocier les prix auprès des fournisseurs. C'était aussi, à cette date, la plus grosse centrale d'achat du pays. Le mouvement coopératif avait créé sa propre marque de distributeur, les produits Coop, bien avant les autres marques comme celles de Carrefour ou d'Auchan, par exemple. Ces produits étaient fabriqués dans des usines appartenant au mouvement sous le nom des usines Bertrand. Elles étaient installées dans de nombreuses régions, comme la Bretagne, l'Aquitaine, la Normandie. La FNCC éditait aussi un journal, le Coopérateur de France, publié à plus de 2 millions d'exemplaires et distribué auprès des sociétaires de toutes les coopératives affiliées. Ce journal avait le plus gros tirage des mensuels de la prise écrite. Enfin, la FNCC avait créé le Laboratoire coopératif d'analyse et de recherche. Il était spécialisé dans le domaine alimentaire. Il contrôlait la majorité des produits de marque Coop ou distribués par la SGCC. Le contrôle des produits Coop ne représentait cependant qu'une partie des activités du laboratoire. Celui-ci s'intéressait aussi aux concurrents. Il effectuait des analyses à la demande des organisations de consommateurs. Il représentait enfin les consommateurs dans de nombreuses commissions. Il faisait référence et ses avis étaient très écoutés. Au cours de la réunion suivante, Georges Ciosi allait nous initier à la marche de notre coopérative. Il commença par en faire l'historique. Nous apprîmes que son origine remontait à 1912. Une douzaine de cheminots avaient été à l'origine de la création de la synthèse. Puis, au fil des années, d'autres coopératives des départements de la Charente-Maritime, de la Charente et du Poitou étaient venues peu à peu fusionner avec la synthèse pour prendre le nom de Coopérative régionale des Charentes et du Poitou.
Georges Ciozy nous expliqua ensuite comment chaque sociétaire était impliqué dans la gouvernance de la coopérative. Chaque année, au cours du printemps, une assemblée générale est organisée. Tous les sociétaires sont convoqués pour l'approbation des comptes de l'année écoulée. Au fil de cette AG, ils élisent ou renouvellent le mandat des conseillers siégeant au conseil d'administration. Ils nomment un de leurs membres pour assister à l'assemblée générale du second degré. Ils élisent également les membres de leur comité de section. Ceux-ci, au cours d'une réunion, éliront leur président du comité local. Georges Ciozy nous expliqua ensuite en quoi consiste une assemblée générale du second degré. La taille de la coopérative et son implantation sur plusieurs départements ne permet pas de regrouper en un même endroit l'ensemble des coopérateurs dont le nombre actuel avoisine les 300 000. Aussi, l'assemblée générale a-t-elle lieu en 2 temps. Au cours des assemblées de section, les coopérateurs votent les résolutions qui leur sont présentées par un des conseillers venus présider la séance. Ensuite, les représentants des sociétaires, élus au cours des différentes assemblées locales, sont réunis pour reproduire les votes enregistrés lors de ces réunions. Un bureau, constitué lors de cette seconde réunion, vérifie et valide le récollement de ces différents votes. Les commissaires aux comptes présentent leur rapport. Pour conclure, les directeurs présentent ensuite la situation de la société et ses perspectives au cours de l'année en cours. Enfin, M. Ciozy nous indiqua que d'autres réunions pendant l'année permettaient au président de section de se tenir informé de la marge de la société. Chaque année, un comité général de printemps et un comité général d'automne sont organisés. Ils réunissent tous les présidents de section. Ceux-ci, au cours de ces rencontres, peuvent poser des questions et intervenir sur les sujets qui les préoccupent. Un dernier rendez-vous de formation fut consacré à la visite d'une usine coopérative, comme M. Ciozy nous l'avait annoncé au cours de la présentation du programme. Il nous emmena à la chocolaterie de Bègle, après nous avoir fait découvrir le marché régional de Bordeaux, où les entrepôts de la société s'approvisionnaient pour une partie essentielle de ses besoins en produits frais. Nos épouses avaient été conviées à nous accompagner lors de cette ultime journée. J'avais largement participé aux échanges durant ces rencontres. J'étais très intéressé et j'avais posé beaucoup de questions. J'avais même émis l'idée de l'intérêt de la parution d'un catalogue du style de ceux édités par les sociétés de vente par correspondance, comme La Redoute ou les Trois Suisses. J'ignorais qu'un catalogue COP était en préparation. Quelques semaines après ma suggestion, il était édité et distribué dans les magasins. Au cours du comité général d'automne, avant que la séance ne commence, j'eus la surprise d'être invité par Georges Ciozy à venir présider la séance. Après avoir été présenté à l'assistance, la surprise passée et le stress dû à cette annonce contenue, je m'acquittai de ma tâche en animant les débats, alors que Charles Weverka, pour qui j'avais une grande admiration, répondait aux questions de la salle. Ce fut pour moi une expérience particulièrement marquante.